Je suis ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de notre vidéo dédiée à un sujet fascinant. Comment la Chine est devenue une puissance économique mondiale. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous invite vivement à la regarder avant de continuer, afin de bien comprendre tout le contexte. Et avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour ne rien manquer et laisser un j'aime si le contenu vous plaît. Prêt à plonger dans cette incroyable aventure économique? Alors, c'est parti. Au début du 19e siècle, la Chine s'est retrouvée dans une crise économique profonde. Les intellectuels et les militaires réclamaient l'abolition de la monarchie et l'établissement d'une république. L'exemple venait de près, le Japon qui, dans une situation similaire quelques décennies plus tôt, avait mené la restauration Meiji, renversé le système féodal et émergé comme une puissance économique mondiale. Malgré les tentatives de la monarchie chinoise d'introduire des réformes libérales, la croissance du niveau de vie était trop lente. De plus, l'élite politique était étroitement liée au capital occidental, ce qui provoquait le mécontentement des armées et du peuple. Ces tensions ont culminé avec la révolution Xinhai de 1911 qui a conduit à l'abdication du dernier empereur de Chine. La chute de la dynastie Qing a plongé le pays dans une anarchie politique marquée par des luttes entre différentes factions. Deux grandes forces politiques ont émergé à cette époque, le Parti communiste chinois et le Kuomintang, ou Parti nationaliste. Le PCC, influencé par la révolution d'octobre en Russie, bénéficiait du soutien des paysans, majoritaires en Chine. De son côté, le Kuomintang, allié aux élites industrielles et terriennes, s'inspirait des modèles occidentaux et japonais pour promouvoir des réformes progressives. Ce conflit a rapidement dégénéré en guerre civile que le Kuomintang a d'abord remporté grâce à sa meilleure organisation et ses ressources. Cependant, la montée en puissance du Kuomintang a inquiété le Japon, qui convoitait les ressources et les territoires chinois. En 1937, la guerre sino-japonaise a éclaté. Face à cet ennemi commun, les deux parties ont temporairement uni leurs forces. L'armée régulière du Kuomintang affrontait directement les troupes japonaises, tandis que les guérillas communistes menaient des sabotages en arrière-ligne. Si le Kuomintang a souvent perdu face aux Japonais, les communistes, eux, ont renforcé leur popularité grâce à leur résistance efficace. Quand le Japon a capitulé en 1945, la lutte pour le pouvoir en Chine a repris. Le Kuomintang, affaibli par la corruption et une série de défaites, n'avait plus l'aura d'autrefois. Pendant ce temps, Mao Zedong, leader du Parti communiste, bénéficiait du soutien de l'Union soviétique, un allié géopolitique majeur. En 1949, après une nouvelle guerre civile, les communistes ont triomphé. Le 1er octobre, Mao Zedong a proclamé la création de la République populaire de Chine. Les troupes du Kuomintang ont été repoussées vers le sud et leurs leaders ont fini par fuir vers Taïwan, sous la protection de la flotte américaine. Les États-Unis, furieux de l'alliance entre la Chine et l'URSS, ont refusé de reconnaître le régime de Mao et ont concentré leurs efforts sur le soutien des économies japonaises et sud-coréennes pour maintenir leur influence en Asie du Sud-Est. Malgré l'indépendance retrouvée, la période maoïste, de 1949 à 1976, reste l'une des plus controversées de l'histoire chinoise. L'arrivée des communistes au pouvoir a marqué le début d'une transformation radicale vers le socialisme. Nationalisation des entreprises, collectivisation de l'agriculture et planification économique rigide. L'Union soviétique a fourni à la Chine des matières premières, des équipements et des spécialistes pour accélérer son industrialisation. En 1958, Mao a lancé le grand bond en avant visant à moderniser rapidement le pays. L'objectif était d'augmenter la production agricole de 2,5 fois et la production industrielle de 6,5 fois. La sidérurgie était au cœur de ce plan. Mao espérait dépasser la Grande-Bretagne en production d'acier en 15 ans. Cependant, le manque de technologie et de ressources a rendu ces objectifs irréalistes. Des communes agricoles ont été créées, où les paysans étaient dépayés en journée de travail, échangeables contre de la nourriture. En moyenne, les Chinois recevaient environ 250 grammes de nourriture par jour et par personne. La Chine appliquait littéralement le principe « celui qui ne travaille pas
ne mange pas. Difficile, bien sûr, de juger l'efficacité de cette politique confortablement installée dans un canapé. Mais là où l'Union soviétique avait construit des usines dès les années 20 pour répondre à ce type de défi, la Chine avait choisi une autre voie. Les cours des maisons paysannes ont été transformés en fonderies artisanales. Sur ordre du parti, les paysans faisaient fondre tout ce qui pouvait l'être. Outils agricoles, ustensiles de cuisine et autres objets du quotidien. Cela est allé si loin que les gens ont cessé complètement de travailler la terre pour se consacrer à cette nouvelle activité. Résultat, les champs ont été abandonnés, les récoltes pourrissaient sur place. Sur le papier, la production de métal augmentait. La propagande célébrait les succès du peuple laborieux. Mais en réalité, la qualité de cette production était désastreuse et ne pouvait rivaliser sur le marché mondial. Simultanément, Mao a lancé une campagne contre 4 nuisibles: les moineaux, les rats, les moustiques et les mouches. Selon lui, cela permettrait de protéger les récoltes, d'augmenter les rendements agricoles et d'améliorer la santé de la population, puisque ces nuisibles propageaient des maladies. Les moineaux sont devenus la cible principale. Selon certaines estimations, près de 2 milliards de moineaux ont été exterminés au cours de cette campagne. En apparence, les résultats ont été au rendez-vous. Les rendements avaient augmenté temporairement. Mais une conséquence inattendue est apparue rapidement. Les moineaux ne mangeaient pas que des graines, mais aussi des insectes. Sans leur présence, des fléaux comme les criquets et les chenilles se sont multipliés, ravageant les cultures à travers tout le pays. Dès 1960, la Chine devait importer 250 000 moineaux d'Union soviétique pour rétablir l'équilibre de son écosystème. Les conséquences de ces politiques, allant des journées de travail à l'extermination des moineaux, ont été terribles. Elles ont abouti à l'un des pires épisodes de famine de l'histoire mondiale. Selon diverses estimations, entre 20 et 45 millions de personnes, et non, pas des milliers, mais bien des millions, ont péri. Finalement, ces réformes ont été abandonnées, et les échecs imputés aux responsables locaux, accusés d'incompétence et de mauvaise application des directives du grand timonier. Malgré tout, la Chine n'est pas devenue une puissance industrielle au cours des 10 années suivantes. Dans les années 70, elle restait un pays essentiellement agricole, où 4 Chinois sur 5 travaillaient dans les champs, équipés non pas de tracteurs, mais de simples houes. 96% de la population vivait sous le seuil de pauvreté, se nourrissant principalement de riz, et ce, année après année. Cependant, le culte de Mao demeurait inébranlable. Cela était dû, bien sûr, à une propagande massive, mais pas uniquement. Pour rappel, le Petit Livre rouge de Mao est la 3e œuvre la plus diffusée au monde, avec près d'1 milliard d'exemplaires, juste derrière la Bible et le Coran. Mais les accomplissements de Mao ne se résument pas à des réformes douteuses et à une croissance économique lente. Imaginez-vous à la place d'un paysan chinois. Il y a à peine quelques décennies, votre pays était constamment en guerre. Puis arrive un dirigeant qui apporte la paix, rend à la Chine son statut de puissance mondiale et force les autres nations à la respecter. Vous et vos enfants pouvez désormais bénéficier d'une éducation de base gratuite. Sous Mao, en seulement 10 ans, le taux d'analphabétisme a diminué d'1 tiers et une couverture médicale de base a été introduite. Pour les citoyens ordinaires, cela donnait l'impression que l'État prenait enfin soin d'eux et que le grand timonier guidait la Chine vers un avenir radieux. Ces changements, bien que souvent éclipsés par les tragédies, laissaient entrevoir un espoir de renouveau pour le pays. Mais convenons-en, tout cela ressemble davantage à des éléments de propagande qu'à un véritable boom économique. La Chine restait encore un pays du tiers-monde. Alors, comment cette nation a-t-elle réussi à changer le cours de son histoire pour devenir la première puissance économique mondiale? Pour répondre à cette question, je vais vous présenter l'architecte du grand miracle économique chinois, Deng Xiaoping, le 2e homme le plus influent du Parti communiste chinois après Mao Zedong. En 1976, le grand timonier Mao Zedong s'est éteint. Deng Xiaoping, un vétéran de la révolution et de la guerre civile, est monté au sommet du pouvoir politique en Chine. Contrairement à Mao, Deng ne divisait pas les réformes entre celles du mauvais marché et du bon socialisme. Il résumait son approche par une métaphore célèbre. Peu importe qu'un chat soit noir ou blanc, s'il attrape des souris,
C'est un bon chat. En décembre 1978, lors d'un plénum du comité central du Parti communiste chinois, Deng a proclamé un nouveau cap. Il a mis fin à l'adhésion aveugle aux préceptes de Mao et aux dogmes marxistes, ouvrant la porte à des idées et des initiatives rationnelles, quelle qu'en soit l'origine. Pendant que Deng planifiait ses réformes, un groupe de paysans dans un village de la province d'Anhui a pris une décision audacieuse. Ils se sont répartis secrètement les terres du kolkhoz et ont décidé de travailler chacun sur leur parcelle. Ils s'engageaient à respecter les quotas de l'État, mais conserver les excédents pour eux. C'était une idée simple, mais empreinte de capitalisme. En un an, le rendement du village a augmenté considérablement, attirant l'attention des autorités. Plutôt que de punir ces paysans, comme cela aurait été le cas sous Mao, le parti a loué leur succès. En 1979, ce modèle a été étendu à d'autres provinces. Les paysans qui remplissaient les quotas pouvaient désormais conserver et vendre leurs excédents. Résultat, la productivité agricole a augmenté de plus de 50% en 5 ans. En 1984, les kolkhozes y avaient quasiment disparu et la majeure partie des terres ont été louées à des familles individuelles. Cependant, la terre n'est pas devenue privée. Elle restait propriété de l'État et était louée pour de longues périodes, une règle toujours en vigueur en Chine aujourd'hui. Avec Deng, le Parti communiste a introduit des éléments de marché dans l'économie planifiée, créant un socialisme à la chinoise. L'efficacité agricole accrue a laissé environ la moitié des paysans sans emploi. Cependant, ces derniers étaient désormais libres de chercher du travail ailleurs, et le parti a autorisé même les petites entreprises privées. Les villes chinoises ont été rapidement envahies par des échoppes, des salons de coiffure et d'autres petits commerces. Grâce à ces réformes, le secteur privé a pris de l'ampleur. En 2 décennies, il a surpassé les entreprises d'État en contribution à l'économie, malgré un cadre économique encore largement contrôlé par le Parti communiste. Malgré ces progrès, la Chine était toujours à la traîne face aux grandes puissances mondiales comme les États-Unis, le Japon ou les pays d'Europe occidentale. Rattraper ce retard monumental n'était pas qu'un simple défi. C'était une question de survie dans un monde en perpétuelle mutation. Pour cela, il fallait apprendre des autres, quitte à ravaler sa fierté. En 1978, une délégation chinoise de haut rang s'est envolée pour une tournée en Europe et en Asie du Sud-Est. Cette mission n'était pas sans rappeler la célèbre mission Iwakura menée par les Japonais un siècle plus tôt, où ils avaient scruté, analysé et décortiqué les forces des puissances étrangères. Deng Xiaoping, l'homme à l'origine de ce nouvel élan, a lui-même enfilé son manteau de diplomate, multipliant les visites stratégiques. Son objectif ? Établir des relations solides avec les voisins asiatiques et les nations occidentales. Une manœuvre brillante, mais risquée. L'Union soviétique, quant à elle, a vu d'un très mauvais œil ces ouvertures. Trahison ? Oui, selon Moscou. Et franchement, était-ce si surprenant ? Après la Seconde Guerre mondiale, la Chine et l'URSS avaient scellé une alliance, cimentée par la soi-disant amitié entre Mao et Staline. Mais cette amitié était comme une maison en carton, solide en apparence, fragile au premier coup de vent. Après la mort de Staline, Nikita Khrouchtchev a pris les rênes et s'est empressé de démanteler le culte de son prédécesseur, provoquant un froid glacial entre les 2 géants communistes. Ce changement de cap ne faisait qu'illustrer la stratégie pragmatique de Deng, tourner la Chine vers l'extérieur, introduire des éléments de marché et adapter les pratiques étrangères à la réalité chinoise. Ce pragmatisme, combiné à des réformes audacieuses et à une ouverture diplomatique, posa les bases du miracle économique qui allait transformer la Chine en la puissance que nous connaissons aujourd'hui. Il faut reconnaître que tout cela ressemble davantage à une révision pragmatique de l'idéologie qu'à un renoncement total aux principes communistes. Mais ces ajustements ont permis à la Chine de changer le cours de son histoire. Revenons à la fin des années 70, lorsque les relations entre la Chine et l'Union soviétique se sont détériorées de manière irréversible. Mao Zedong, qui considérait Staline comme un mentor, n'a pas accepté que Khrouchtchev critique le culte de la personnalité de ce dernier.
Ce conflit idéologique a culminé en 1969 avec des affrontements armés à la frontière sino-soviétique. À la fin des années 70, il ne restait plus que des souvenirs de l'amitié sino-soviétique. Deng Xiaoping, désormais à la tête de la Chine, a complètement ignoré Moscou dans ses priorités diplomatiques. Voyant l'économie et la politique soviétique stagner sous Brejnev, la Chine a tiré des leçons. En 1982, une nouvelle constitution a été adoptée, limitant les mandats des dirigeants chinois à 2 termes de 5 ans afin de garantir une rotation du pouvoir et le renouvellement des élites. Deng a également décentralisé l'autorité en permettant aux provinces de conserver une grande partie de leurs revenus qu'elles pouvaient investir dans des projets locaux. Cette stratégie était assortie d'un mécanisme d'incitation. La carrière des responsables locaux dépendait directement des performances économiques de leur province. Pendant que les relations avec Moscou refroidissaient, Pékin a trouvé un nouvel allié, les États-Unis. En 1972, le président américain Richard Nixon s'est rendu en Chine, scellant le début d'une nouvelle ère de coopération. La Chine a envoyé ses médecins et scientifiques aux États-Unis pour apprendre, tandis que des ingénieurs américains visitaient la Chine en tant que consultants. Cette collaboration a conduit Washington à reconnaître en 1979 le principe d'un Beijing unique incluant Taïwan. Bien que les États-Unis aient maintenu des relations commerciales et officieuses avec l'île, cette reconnaissance a marqué un tournant dans les relations sino-américaines. Une autre question délicate concernait Hong Kong, resté sous contrôle britannique depuis 1842. En 1984, Deng Xiaoping a rencontré Margaret Thatcher pour discuter de l'avenir de ce territoire. Deng insistait pour que Hong Kong redevienne une partie intégrante de la Chine, tandis que Thatcher plaidait pour préserver le système capitaliste et les libertés des habitants de l'île. Un compromis a été trouvé. En 1997, Hong Kong serait rétrocédé à la Chine, mais conserverait son système juridique et financier indépendant pendant 50 ans, selon le principe « un pays, 2 systèmes ». Ce modèle a transformé Hong Kong en une plaque tournante économique essentielle pour la Chine. Pour diversifier son économie et réduire sa dépendance à Hong Kong, la Chine a créé des zones économiques spéciales en 1980. Ces zones, comme Shenzhen et Zhuhai, offraient des avantages fiscaux et douaniers pour attirer les investisseurs étrangers. Ce concept n'était pas nouveau, mais la Chine a surpassé les autres grâce à un facteur clé: le coût de sa main-d'œuvre. Avec une population énorme et des conditions de vie modestes, la Chine est devenue le marché idéal pour les entreprises étrangères à la recherche de coûts de production réduits. Dans les années 80, le coût du travail en Chine était nettement inférieur à celui des autres pays d'Asie du Sud-Est, faisant de la Chine une destination incontournable pour les industriels du monde entier. Cette combinaison de pragmatisme politique, de main-d'œuvre bon marché et d'ouverture économique a jeté les bases du miracle économique chinois, transformant un pays pauvre et agricole en une puissance mondiale. Les provinces chinoises désignées comme zones économiques spéciales ont connu une croissance spectaculaire. Par exemple, en 1979, le PIB de Shenzhen atteignait à peine 196 millions de yuans. Mais en 2019, il dépassait 2500 milliards de yuans. Ce miracle économique ne s'explique pas seulement par l'ouverture de l'économie, mais aussi par la structure politique unique que Deng Xiaoping a mise en place. Le pays entier était devenu un gigantesque marché compétitif où chaque fonctionnaire cherchait à faire de sa province un leader économique. Et tout cela était financé par des investissements étrangers. Malgré ces réformes, la Chine n'est pas devenue une démocratie et le Parti communiste n'a pas évolué en un gouvernement libéral. Prenez un billet de banque chinois, vous y verrez Mao Zedong et non Deng Xiaoping. Deng a choisi de ne pas discréditer le culte de Mao, contrairement à ce que Khrouchtchev avait fait avec Staline. Mao reste un symbole national, car critiquer son héritage reviendrait à saper l'autorité de tout le parti. Cependant, certains principes restent intouchables en Chine. Le socialisme, la dictature du prolétariat, le rôle dirigeant du Parti communiste et les idées de Mao Zedong. Ce socialisme à la chinoise a engendré des contradictions intéressantes.
Par exemple, la libéralisation économique a introduit une double tarification. L'État achetait des produits à des prix planifiés, tandis que les citoyens les achetaient à des prix de marché. Cette dualité a provoqué une inflation galopante, atteignant 19% en 1988 et 24% en 1994. Ces tensions ont suscité des grèves et des protestations, la plus célèbre ayant eu lieu sur la place Tiananmen en 1989. Vous avez sûrement vu cette photo emblématique d'un homme debout face à une colonne de chars. Cela s'est passé sur la place Tiananmen, où le gouvernement a envoyé l'armée pour réprimer les manifestations. Officiellement, aucune statistique sur les victimes n'est disponible, et toute mention de cet événement est strictement censurée en Chine. Peu de temps après, Deng Xiaoping a quitté la politique active, se retirant volontairement de ses fonctions pour laisser la place à une nouvelle génération. En 1992, Deng entreprit une tournée dans le sud du pays pour rencontrer les dirigeants locaux et réaffirmer l'importance des réformes. Cette initiative visait à empêcher un retour à des politiques conservatrices après son départ. L'impact de ce voyage est visible dans l'augmentation spectaculaire des investissements étrangers directs en Chine après 1992. Deng Xiaoping a posé les bases de la puissance économique chinoise, mais cela ne suffit pas à expliquer comment la Chine est devenue la première économie mondiale, inondant la planète de ses produits et défiant les États-Unis. D'autres pays ont également libéralisé leurs économies dans les années 80 et 90, mais aucun n'a connu un tel succès. Pourquoi ? La clé réside dans la stratégie chinoise d'attirer les investissements étrangers tout en gardant le contrôle. Dès l'ouverture du pays, des géants comme Coca-Cola et General Motors se sont précipités en Chine, attirés par une main-d'œuvre bon marché et un marché de consommation gigantesque. Mais la Chine imposait une condition stricte. Jusqu'au milieu des années 80, les entreprises étrangères ne pouvaient opérer qu'en partenariat avec une société chinoise. Les investisseurs étrangers apportaient les capitaux et les technologies, tandis que les Chinois géraient les formalités juridiques, la logistique et l'embauche, y compris au niveau de la direction. Cette stratégie a révélé une ambition plus vaste. La Chine ne voulait pas seulement être un marché de consommation pour les autres. Elle voulait redevenir la fabrique du monde comme elle l'avait été avant les guerres de l'opium, exportant des produits dans tous les recoins de la planète. Grâce à une main-d'œuvre abondante et bon marché, une infrastructure en pleine expansion et une ouverture économique contrôlée, la Chine s'est imposée comme un acteur incontournable de l'économie mondiale. Lorsque les entreprises occidentales ont pénétré le marché chinois, les acteurs locaux ont rapidement adopté leurs pratiques et, disons-le franchement, copié leur technologie. Une méthode simple et courante pour rattraper les leaders. Prenez l'exemple des premiers véhicules soviétiques, souvent basés sur des modèles américains ou italiens. De même, comparez une Chevrolet Spark de 2003, produite par General Motors, avec la Chery QQ chinoise de 2006. Les différences sont si subtiles qu'il faudrait les chercher à la loupe. Mais la Chine n'a pas seulement copié ponctuellement, elle a systématisé ce processus. Il ne s'agit pas uniquement des contrefaçons de sacs ou vêtements de luxe. En 2013, le FBI a rapporté que des entreprises chinoises tentaient d'exfiltrer des semences de maïs génétiquement modifiées des États-Unis, capables d'augmenter les rendements agricoles. En 2020, Tesla a accusé un ancien employé d'avoir volé des technologies liées à l'autopilotage pour les transmettre à des concurrents chinois. Cette stratégie de copie a permis à la Chine de sauter des étapes coûteuses, évitant des décennies de recherche et développement pour atteindre rapidement les leaders du marché. Mais la Chine n'est pas restée éternellement dans l'ombre des autres. Au cours des années 2000, ses investissements dans la recherche et le développement ont explosé, surpassant rapidement ceux de pays comme le Japon ou l'Union européenne. Parallèlement, le Parti communiste a mis en place un système de subventions et d'avantages fiscaux, priorisant toujours les entreprises chinoises, qu'elles soient publiques ou privées. Les entreprises étrangères, elles, ont reçu bien moins de soutien du gouvernement. Grâce à cette combinaison de main-d'œuvre bon marché, de transferts technologiques et d'aides étatiques, les entreprises chinoises ont pu produire à faible coût, éliminer des concurrents et même en acquérir. En 2010,
le constructeur automobile Geely a racheté Volvo Cars, tandis qu'en 2014, Lenovo a acquis Motorola auprès de Google. Un autre exemple fascinant est celui des trains à grande vitesse. Au début des années 2000, la Chine a acheté des trains et des technologies à des géants comme Siemens et Alstom. Avec un territoire immense à couvrir, le développement des trains à grande vitesse était devenu essentiel. En 2007, elle a présenté son premier train à grande vitesse produit localement. Et grâce à son immense marché intérieur, elle a dépassé, dès 2015, la production combinée des divisions ferroviaires de Siemens et Alstom. Le comble, la Deutsche Bahn, entreprise ferroviaire publique allemande, a envisagé d'acheter des trains chinois, jugés tout aussi performants mais bien moins coûteux. Effrayés par cette concurrence, Siemens et Alstom ont tenté de fusionner leurs divisions ferroviaires. Cependant, l'Union européenne a bloqué cette initiative, craignant une situation de monopole. Pendant ce temps, la société chinoise CRRC est devenue la plus grande entreprise ferroviaire mondiale en termes de revenus. Dans les années 2000, les États-Unis dominaient les recherches technologiques mondiales. Aujourd'hui, la Chine les talonne, voire les dépasse dans certains secteurs. Des véhicules électriques aux applications mobiles captivant des milliards d'utilisateurs à travers le monde. Les États-Unis n'ont pas tardé à réagir. En 2016, Donald Trump a imposé des droits anti-dumping sur les produits étrangers, en particulier sur l'acier chinois, avec une taxe allant jusqu'à 266%. Ces mesures étaient justifiées par des arguments liés à la sécurité nationale. En 2022, Joe Biden a interdit l'importation des produits Huawei, accusant l'entreprise de menacer la cybersécurité américaine. Pour comprendre cette réaction, il suffit d'analyser la structure du PIB chinois. Près de 40% proviennent du secteur manufacturier, qui alimente le monde entier en biens de consommation. L'expansion rapide des entreprises chinoises menace de fermer des usines aux États-Unis et en Europe, tout en créant une domination chinoise dans des secteurs clés de l'économie mondiale. L'ironie, les principaux consommateurs des exportations chinoises sont justement l'Union européenne et les États-Unis. Un cercle vicieux se dessine. Les nations occidentales achètent massivement des produits chinois, alimentant ainsi la croissance de l'économie qu'elles tentent de freiner. Ce paradoxe illustre à quel point la Chine est devenue un acteur incontournable du paysage économique mondial. D'un côté, l'Europe et les États-Unis s'inquiètent de voir la Chine évincer leurs entreprises des marchés clés. Mais d'un autre côté, ils ne peuvent se passer des produits chinois bon marché, simplement parce que c'est avantageux économiquement. Et la Chine, elle aussi, dépend de ses acheteurs solvables, car la consommation intérieure ne représente que 53% de son PIB, contre 70 à 80% dans les pays développés. Une économie stable repose sur une consommation locale forte, mais ce chiffre a stagné, voire diminué en Chine au cours des 20 dernières années. La rivalité entre la Chine et les États-Unis dépasse désormais la simple guerre commerciale. Elle s'est transformée en compétition pour dominer les pays en développement. Prenons le cas du Sri Lanka. La Chine finance la modernisation des ports, puis, lorsque le pays ne peut rembourser ses dettes, elle en prend le contrôle pour 99 ans, créant ainsi une base stratégique commerciale et militaire dans l'océan Indien. Cette expansion perturbe l'Inde, qui considère historiquement cette région comme sa sphère d'influence. En parallèle, la Chine construit le nouveau chemin de la soie, un réseau de routes commerciales reliant toute l'Eurasie. Cela vise à réduire sa dépendance au canal de Suez, coûteux et peu fiable, et à renforcer son contrôle sur la distribution de ses marchandises dans les principaux centres mondiaux. Mais réussir à rattraper les leaders économiques est une chose, rivaliser avec eux pour la première place en est une autre. Pendant les années 2000, l'économie chinoise a connu une croissance impressionnante, atteignant 8% ou plus chaque année. Cependant, ces dernières années, son rythme s'est ralenti, approchant celui des États-Unis. Pourquoi ? La Chine doit désormais innover elle-même et investir dans ses propres technologies, tout en affrontant une concurrence féroce sur les marchés mondiaux. De plus, la population chinoise a récemment diminué. Depuis 1950, la Chine était le pays le plus peuplé du monde, mais elle a été dépassée par l'Inde en 2023.
Cette situation résulte, entre autres, de la politique de l'enfant unique mise en place en 1979 qui imposait des pénalités financières aux familles ayant plus d'un enfant. Si cette politique a permis un temps d'améliorer les conditions de vie, elle a également conduit à un vieillissement de la population et à une pression accrue sur le budget de l'État. Pire encore, de nombreuses familles préféraient avoir des garçons, entraînant des avortements sélectifs et un déséquilibre démographique. Résultat, un déficit de main-d'œuvre jeune dans certains secteurs et une pénurie de femmes, rendant difficile pour de nombreux hommes de trouver une épouse. Bien que le gouvernement ait assoupli cette politique en 2015, autorisant 2 enfants, puis 3 en 2021, cela n'a pas suffi à relancer la natalité. Le coût de la main-d'œuvre en Chine a augmenté parallèlement à l'amélioration du niveau de vie, réduisant l'attrait du pays pour les investisseurs étrangers. Des entreprises comme Intel, Nike et Microsoft envisagent de déplacer une partie de leur production vers des pays où les coûts y sont moindres, comme le Bangladesh, le Mexique ou le Vietnam. Pour la première fois en 25 ans, les investissements directs étrangers en Chine diminuent. En regardant l'histoire de la Chine et ses défis actuels, une question se pose. Que réserve l'avenir ? La Chine continuera-t-elle à dominer ou son leadership économique sera-t-il éphémère, miné par les sanctions occidentales et ses problèmes internes ? Les États-Unis conserveront-ils leur position de leader ou l'Inde, avec sa population croissante et ses ambitions économiques, prendra-t-elle leur place ? Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur comment la Chine est devenue une puissance économique mondiale. J'espère que cette exploration vous a permis de mieux comprendre les facteurs qui ont propulsé la Chine au sommet de l'économie mondiale. Avant de partir, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et à laisser un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'avoir regardé Génie. Apprenez avec moi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle aventure d'apprentissage ensemble.